Bon, d'abord, ça veut dire que je vais commencer par décevoir un peu Yves Coppens, parce que je ne parlerai pas des fossiles dont il parlait lui tout à l'heure, pour deux raisons. D'abord parce qu'il a dit pratiquement l'essentiel en 3 mots, comme souvent son habitude. Et ensuite parce que ce fossile, maintenant, on a tellement retiré des hominidés, des hominiens, et prenant des hominoïdes également. Donc je vais me cantonner à d'autres formes qui, elles, sont beaucoup plus proches des formes actuelles. Dans les hominoïdes actuels, bon, vous venez de les voir déjà avec Jean-Jacques Gégère, les ilobatidés, pardon. Ça va pas, ça déconne. Qu'est-ce qui se passe? Ça saute. Voilà. Les hominoïdes actuels, avec les gibbons et siamangs en haut à gauche, le orang-outan, le genre Homo, entre ces quatre, normalement il devrait être là, le voilà, qui lui va envahir toute la planète, alors que les 4 autres, pratiquement, sont des formes qui sont non pas en voie de perdition, mais pas loin. Le Miocène. Au Miocène, ces formes d'hominoïdes, qui aujourd'hui sont dans des pays tropicaux, se retrouvent chez nous et en assez grande quantité. D'abord, le Miocène, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une période qui va s'étaler. Ici, vous le voyez à gauche du crédit, le Miocène moyen et le Miocène supérieur. Et la période qui va nous intéresser va se situer entre environ 14 et 8,5 millions d'années. Dans ce Miocène moyen et supérieur, on a créé des zones à partir des faunes de mammifères fossiles. Ces zones, ce sont à la base l'Astaracien, qui est la fin du Miocène moyen. Ensuite, le Valésien et le Tyrolien, qui sont tous les deux dans le Miocène supérieur. Ces formes, on va les trouver donc en Europe. Voici ici une carte de l'Europe. Sur cette carte d'Europe, nous avons ici des régions où on va trouver ces primates fossiles, l'Espagne, la France, un peu l'Allemagne, et ici jusqu'à la Hongrie, et ici l'Europe du Sud-Est, à savoir la Grèce. Sur cette carte de l'Europe, on voit également les limites des plaques tectoniques européennes. Alors, non seulement on voit les limites, les voilà, mais par exemple, pour cette limite-ci, où l'on voit la plaque africaine qui s'enfonce sous la plaque européenne, on a également la vitesse de déplacement de ces plaques. Ici, 30 à 40 mm par an. 30 à 40 mm par an, ça ne paraît pas énorme, mais multiplié par 8 ou 10 millions d'années, vous verrez que ça risque de faire des distances considérables. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, on ne connaît pas très bien la position exacte qu'avaient les formes que nous étudions à l'époque où nous les étudions. Voici, toujours sur une carte actuelle, simplement, les gisements qui ont fourni ces fossiles. Bon, l'Espagne, évidemment, la France, etc., et la Grèce. Et au milieu, vous voyez que dans cette reconstitution, il y a pas mal de points d'interrogation. C'est-à-dire que là, l'Italie, elle s'est trouvée où? La plaque Corso-Sarde était ici, un peu plus loin, un peu de côté, on ne sait pas trop. Donc, on travaille un petit peu sans trop savoir où se trouvaient exactement les formes étudiées à cette époque. On va essayer de reconstituer les paysages à partir de nos fossiles. Ici, par exemple, une forêt actuelle, une forêt dense africaine, avec un marécage. Ici, des formes de savane africaine également, des savanes plus ou moins boisées. Est-ce que nos primates du Miocène vivaient dans le premier type de milieu ou dans le deuxième type de milieu? Comment le savoir? Eh bien, nous allons essayer de le savoir en regardant actuellement quels sont, dans différents groupes de mammifères, le nombre d'espèces représentées dans chacun de ces milieux. Et on va prendre par exemple, je sais pas, les bovidés, combien de bovidés, combien de ceci, combien de cela.
On choisit plusieurs régions dans des savanes, plusieurs régions dans des forêts, et ensuite on compare ça par une analyse statistique, et on s'aperçoit que uniquement par ces critères relativement simples, nous avons à gauche ici des formes qui se retrouvent dans la forêt, il ne marche plus ce machin-là, à droite des formes de savane, les deux étant parfaitement séparés. Ça, c'est pour les faunes actuelles. Autre critère, c'était d'essayer de connaître le milieu à partir de la nourriture. Il y a différentes façons d'appréhender le type de nourriture de ces primates. On peut, par exemple, comme tout à l'heure, faire des isotopes ou bien tout simplement regarder la morphologie des dents. Ici, à gauche, vous avez représenté en vert des dents, des molaires, dont l'émail est relativement mince. Ces dents, avec un émail relativement mince, dès que l'animal va commencer à manger, les tubercules vont s'user au sommet. Et on voit apparaître ici la dentine sous-jacente. Et cette dentine sous-jacente apparaît très vite sur la première molaire, mais presque, pas en même temps, mais presque, sur la deuxième molaire et la troisième molaire qui n'est pas représentée. En revanche, il y a des formes dont l'émail est épais. Voici ici, par exemple, une molaire avec un émail très épais. Dans ce cas-là, l'usure va être beaucoup plus longue pour ce qui est de cette couche d'émail, et souvent, la première molaire sera complètement rabotée, alors que là, ici, c'est une troisième molaire représentée qui est encore pratiquement vierge d'usure. Donc, on peut dire que les formes de gauche, émail mince, doivent se nourrir d'une nourriture relativement tendre. Ce sont des formes qui, en général, habitent la forêt, et cette nourriture tendre, ce sont les fruits, ce sont les bourgeons, ce sont les jeunes feuilles qu'ils peuvent ingérer assez facilement avec leurs dents à émail mince. En revanche, de l'autre côté, nous avons des formes qui, elles, pourront ingérer des nourritures beaucoup plus dures, beaucoup plus résistantes. Ça pourrait être, par exemple, des racines, ça pourrait être des tubercules. Donc, des formes, elles, qui s'adaptent à des milieux qu'on appelle des milieux ouverts et qui pourront résister, par exemple, plus facilement à une alternance de saisons entre une saison humide où les fruits apparaissent et peuvent être mangés facilement, une saison plus sèche, où il va falloir trouver une autre nourriture, des graines, des tubercules ou des racines. Nous allons maintenant voir quels sont ces primates européens. Là, nous sommes à l'Astéracien, c'est-à-dire à la fin du Miocène moyen, avec un animal trouvé en Espagne, Anoia pithecus. C'est une forme à émail relativement mince. Nous voici ici une dent, qui donc vivait dans un milieu relativement boisé. Voici ici une autre forme, toujours de l'Astéracien d'Espagne, le Pyrola pithecus. Alors lui, non seulement on connaît les dents, un morceau de crâne, mais on connaît également pas mal d'éléments des membres. On a pu le reconstituer. Voici ici une reconstitution. C'est un animal arboricole vivant dans un milieu boisé. Toujours en Espagne, comme son nom l'indique, Hispanopithecus. Là aussi, vous avez un animal qui a des dents à émail mince. Vous voyez ici la dentine qui apparaît au sommet des tubercules, première, deuxième, troisième molaire. Eh bien, cet animal, on connaît également son squelette, pratiquement un squelette complet, qui a été trouvé en Espagne, près de Barcelone. Eh bien, ce squelette a permis de reconstituer cet animal, toujours un animal, vous voyez la longueur des bras également, un animal qui se promène dans les arbres. Et voici ici une main. Et de cette main, j'ai extrait ici les phalanges. Regardez ici le profil de cette première phalange. Une phalange extrêmement courbe. C'est un animal, effectivement, qui s'est déplacé en se suspendant aux branches. Donc, là aussi, un animal de forêt. On va continuer. Alors, on arrive au Dryopithèque. Celui-ci, il a un intérêt historique, en quelque sorte. C'est le premier hominoïde fossile décrit dans la littérature au XIXe siècle. Ça a été évidemment une surprise fantastique de retrouver un grand singe dans nos régions au Miocène moyen et supérieur,
Et on l'a trouvé en France, celui-ci. Il est trouvé à Saint-Gaudens, au sud de Toulouse. On l'appelait le Dryopithèque. Et d'ailleurs, tout ce groupe que nous venons de voir, là, et celui que nous allons voir immédiatement après, on les appelle les Dryopithécinés. C'est un groupe là très particulier, qui est un groupe de nos régions. Un détail simplement sur ce Dryopithèque. Voici ici la partie antérieure de sa mandibule. Vous voyez ici cette dent. Cette dent, on pourrait croire que c'est une canine. Non, ce n'est pas une canine, c'est une prémolaire. C'est la première prémolaire de la mâchoire. On dit que c'est la P3 parce qu'on vous a dit tout à l'heure que P1 et P2 ont disparu très tôt chez ces primates anthropoïdes. Voici donc la P3. La canine est ici, à droite, elle est cassée. Vous remarquez cette surface brillante tout le long. Cette surface brillante, c'est une facette d'usure. C'est la facette qui correspond au frottement de la canine supérieure qui vient en quelque sorte frotter sur la prémolaire et s'aiguiser. On l'appelle d'ailleurs la facette aiguisoire. Les Anglais appellent ça la honing facet. La facette qui aiguise, eh bien, c'est un caractère qu'on retrouve normalement chez les anthropoïdes. Donc, vous allez dire, ce n'est pas très original, mais il y a un anthropoïde qui ne la possède pas, c'est l'homme. Et tous les hominiens caractérisés ne possèdent pas cette facette, donc ils ont un système masticateur différent. Nous allons maintenant un peu plus à l'est, on va se retrouver en Europe centrale, en Hongrie plus précisément, avec un animal qu'on a appelé Rudapithecus. Rudapithecus, car le gisement où on l'a trouvé s'appelle Rudabania, Rudapithecus. C'est une forme proche du Dryopithèque. Voici ici une mâchoire inférieure pour vous montrer simplement encore une fois, sur ces formes à émail mince, vous voyez le facet d'usure, la première molaire, on voit la dentine partout, sur la deuxième on la voit déjà là, on commence à la voir sur la troisième, donc émail mince, donc habitat forestier, et voici une reconstitution du paysage de ce gisement de Rudabania. C'est un gisement de bord de marécage. D'ailleurs, les sédiments aussi indiquent que nous sommes près d'un marécage, avec beaucoup de matière organique. Mais tous ces animaux, donc, sont des animaux de forêt que nous venons voir jusqu'à maintenant. Maintenant, nous allons voir, toujours en Europe, mais un peu plus au sud-est. Là, nous sommes dans la Macédoine. C'est la carte, j'ai pris la carte de la Macédoine au temps de Philippe de Macédoine. Dans cette ellipse, la région qui se trouve au nord de la Grèce, c'est-à-dire la Macédoine grecque, dans lequel nous avons trouvé un primate, c'est dans du Valésien, c'est-à-dire le début du Miocène, la fin du Miocène, pardon, avec l'Uranopithecus. Voici ici la face que vous avez pu voir peut-être tout à l'heure dans les vitrines qui se trouvent à l'extérieur, la même reconstituée en miroir. Vous voyez donc un animal de forte taille, la taille à peu près celle d'un gorille femelle au moins. Le matériel, un matériel considérable. Là, cette photo a été prise il y a pas mal d'années. Après cette photo, le matériel s'est encore accru, il a presque doublé encore. Donc vous voyez que c'est un animal très bien connu. On peut voir, grâce à tout ce matériel qui provient du même gisement, qu'il y avait chez cet Uranopithèque une différence marquée entre les mâles et les femelles, et les mâles ayant des mâchoires plus fortes, des canines plus fortes, les femelles ayant des mâchoires plus petites, des canines relativement plus faibles également, donc toute une variation liée au sexe. Autre caractère de cet Uranopithèque, c'est la structure de la prémolaire, la première prémolaire inférieure, la P3, que nous voyons ici à gauche. Vous voyez que sur cette face ici, il n'y a pas de facette aiguisoire. Aucune trace d'usure. En revanche, vous avez une trace d'usure au sommet du tubercule et vous avez une trace d'usure à l'arrière. On voit ici apparaître la dentine. Et sur la dent que j'ai posée à côté, c'est un moulage, n'est-ce pas? C'est un moulage appartenant
à une espèce qu'on appelle Australopithecus afarensis. C'est l'espèce auquel appartient la fameuse Lucie, chère à Yves Coppens. Eh bien, l'usure, le sommet du tubercule, la partie postérieure, la partie antérieure, ici qu'on voit mal parce que c'est un moulage, mais lié, la partie antérieure également. Le même type d'usure dans les deux cas. Même type d'usure, ça semble signifier même système masticateur. Or, le système masticateur, malgré tout, est constitué de muscles, évidemment, mais d'une série de muscles qui vont se disposer différemment pour passer du type qu'on avait vu tout à l'heure avec une facette aiguisoire sur la prémolaire à ce type-là, une réorganisation de tout le système assez compliqué. Il va falloir que les os se modifient, que les points d'attache des muscles se modifient, etc. Donc, tout un système qui pourrait constituer des caractères dérivés entre ces deux formes-là, dérivés partagés. Les deux mêmes dents un peu plus grosses, vous voyez très bien que les schémas se ressemblent énormément, celui-ci et celui-là. Alors, le milieu dans lequel vivait cet animal, nous avons vu tout à l'heure qu'on pouvait voir dans les faunes actuelles, ici situées à gauche, la différence entre les formes de forêt et les formes de savane. Eh bien, si on reprend la même expérience avec les formes fossiles du Miocène supérieur d'Europe, on s'aperçoit que nous avons d'un côté des formes de savane qui correspondent à cette région-là. De l'autre côté, nous avons des formes, elles, qui correspondent à cette région-là. Là, manifestement, il aurait dû être vert, mais enfin, ce n'est pas très grave. Donc, des formes de savane, des formes de forêt. Ces formes de forêt, on les trouve en Espagne, on les trouve en France, on les trouve en Allemagne, on les trouve en Hongrie, correspondant aux primates que nous avons vus au début. Ici, nous avons des formes de savane. On va les trouver en Grèce, en Turquie, en Iran, en Irak. Et c'est là que l'on trouve l'Uranopithèque également. Et cette faune au Miocène supérieur, c'est ce qu'on appelle la province faunique balkano-iranienne, car je l'avais appelée au départ gréco-iranienne, on m'a fait remarquer qu'on trouvait le même type de faune également en l'ex-Yougoslavie et la même en Bulgarie. Donc, c'était plutôt une faune balkanique, balkano-iranienne, paraît le terme consacré. Et cette faune-là est une faune analogue à une faune de savane actuelle. C'est-à-dire qu'on aurait donc des paysages proches de la savane telle que nous la connaissons aujourd'hui en Afrique. Je ne dirais pas que c'est une savane, les plantes peuvent être en C3 ou en C4, mais peu importe, les paysages sont des paysages ouverts. Ici, certainement, on est au bord d'un fleuve, le fleuve qui actuellement d'ailleurs arrose le nord de la Macédoine, qui vient de l'ex-Yougoslavie, qu'on appelle l'Axios en Grèce, et le Vardar en l'ex-Yougoslavie. Eh bien, au bord de ce fleuve, certainement, des paysages très ouverts où se trouvait cette faune identique à une faune de savane. La chronologie. 3 gisements ont fourni l'Uranopithèque, le gisement de Xirochori à la base, le ravin de la pluie au milieu, Nikiti au sommet. Alors, les 2 gisements du ravin de la pluie et de Xirochori sont dans la vallée de l'Axios. Le gisement de Nikiti se trouve plus à l'est, plutôt vers la Chalcidique, mais toujours en Grèce du Nord. C'est le ravin de la pluie qui a fourni la faune la plus abondante. La photo que vous avez vue tout à l'heure de l'ensemble du matériel, c'est le ravin de la pluie. Xirochori lui a fourni le crâne qu'on avait vu en premier. Alors, que se passe-t-il après le gisement de Nikiti, qui datait d'environ 9,3 à 8,7 millions d'années? Eh bien, on arrive dans ce qu'on a appelé tout à l'heure le Tyrolien. On avait le Valésien à la base, le Tyrolien au sommet. Eh bien, on n'a plus de primates hominoïdes à ce moment-là. Ils disparaissent en Grèce, complètement. Et pendant un certain temps, on ne va plus en trouver. Alors,
quelle est l'explication du phénomène? Elle a été discutée, évidemment. Ici, une évolution des températures. Cette température est estimée par le delta O18. Nous avons ici l'évolution de la température à l'Oligocène, pendant le Miocène, pendant ici l'optimum climatique du Miocène moyen, très chaud, puis ensuite ça se refroidit un petit peu. Et puis, on voit ici ces deux barres noires qui sont l'étendue des calottes polaires. La calotte antarctique, qui est très ancienne, qui de temps en temps s'interrompt ici au moment de l'optimum climatique du Miocène moyen, et ensuite alors, un refroidissement, et ici apparaît la calotte glaciaire arctique. Eh bien, ça correspond à peu près au début du Tyrolien. Et il y a donc un refroidissement marqué à ce moment-là, et il se pourrait très bien que la disparition des primates de type Uranopithèque au début du Tyrolien corresponde à un refroidissement général de la température. Donc, nous revenons maintenant toujours à ce petit schéma-là. Vous avez ici tous les primates que nous venons de voir, et au-dessus, vous en voyez un autre en haut, le petit ici, qui s'appelait le Grecopithecus. Alors, Grecopithecus, c'est une forme. Voici ici la pièce type du Grecopithecus, qui a été trouvée en Grèce du Sud, pas très loin d'Athènes, d'ailleurs, à quelques dizaines de kilomètres à l'est d'Athènes. C'est une mâchoire, trouvée d'ailleurs par hasard, apparaît-il en croisant une piscine, dans un gisement qui a aujourd'hui disparu, car on a construit dans la région où avait été trouvé ce fossile. Alors, ce fossile a d'abord été décrit comme Mesopithecus. Mesopithecus, ça ne vous dit rien, mais en fait, c'est un cercopithécoïde qui, lui, est abondant dans le Tyrolien. Donc, on l'a attribué. Et puis après, un autre chercheur s'est aperçu quelques années plus tard que ce n'était pas du tout un cercopithécoïde, mais probablement un hominoïde. Il l'a appelé Grecopithecus. Alors, voici le Grecopithecus, la rangée gauche dentaire complètement ratiboisée, il n'y a rien, il n'y a que des racines. Et à droite, il y a une dent à peu près entière, c'est ici la deuxième molaire. Eh bien, cette deuxième molaire, elle est entière, certes, mais elle est pas mal usée, c'est-à-dire que sa morphologie, on ne peut même pas la voir. Bon, à partir de là, ce n'était pas dramatique, on pensait que c'était un hominoïde, c'est à peu près certain. Il est un peu plus tardif que les autres, il est à la fin du Tyrolien, donc il semblerait qu'à ce moment-là, il y a un épisode qui a amené un autre type d'hominoïde dans la région. Mais on a trouvé aussi, plus récemment, cette fois en Bulgarie. En Bulgarie, une dent isolée, une P3 supérieure, c'est-à-dire la première prémolaire supérieure, la voici. Cette dent a d'abord été considérée comme similaire à Uranopithecus. C'est vrai qu'elle ressemble pas mal, avec un émail assez épais, etc. Mais plus récemment, alors là, c'est un article qui a fait le buzz, si l'on peut dire. À partir de ces considérations, on a pensé que la mandibule de Grecopithèque que nous avons vue tout à l'heure, trouvée près d'Athènes, et cette dent isolée trouvée en Bulgarie appartenaient à la même espèce. C'est-à-dire qu'on comparait les dents inférieures à une dent supérieure isolée. Et on en concluait que c'était la même chose, et non seulement que c'était la même chose, mais qu'en plus, on avait là affaire au plus ancien hominini. Cette fois, vraiment, on est trop, grosso modo, le plus ancien de nos ancêtres, car ce matériel serait daté de 7,2 millions d'années. Alors, la précision de la datation provient du fait qu'effectivement, toute la coupe de la région où a été trouvée la pièce précédente, la mandibule, a été faite avec soin, etc., mais que le gisement lui-même ayant disparu, on a estimé un peu son emplacement et son âge. Et 7,2 millions d'années, c'est plus vieux que 7 millions d'années. Ça veut dire quelque chose. 7 millions d'années, il y a un fossile trouvé au Tchad qui était daté de 7 millions d'années, considéré comme le plus ancien hominien certain. Elle en aura à 7,2, plus ancien, record battu. Et donc, à partir
de ces caractères. Alors les caractères qui sont invoqués essentiellement, en particulier dans un article de réponse, parce qu'après le premier article qui a fait le buzz, il y a un autre article qui est sorti en Afrique du Sud disant à peu près le contraire de ce qu'avaient dit les précédents. Alors, ils ont répondu, et là, ils disent que le deuxième article n'a pas tenu compte des deux caractères principaux qui permettent d'en faire un hominini, c'est la réduction de la complexité de la racine des prémolaires. Alors là, chez vous, j'ai regardé ces prémolaires et je cherche encore où est la réduction de la complexité. Parce qu'effectivement, il y a un début de fusion, là, il y en a une qui est cassée de racines, un début de fusion de deux racines. Et d'autre part, sur la mandibule, la taille de la racine de la canine serait assez petite. Deux caractères qui paraissent malgré tout assez discutables et qui paraissent quand même un peu légers pour aboutir à une telle conclusion que nous ayons affaire là à notre plus ancien ancêtre et qu'en le voyant, on levait les bras et criait « Bonjour papy ». Eh bien, ceci étant dit, je pense que pour affirmer, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis que pour pouvoir l'affirmer, il faudrait peut-être davantage de matériel. Vous avez vu tout à l'heure le matériel de l'Uranopithèque, une partie. Ça fait plusieurs tiroirs. On peut comparer des pièces, on peut savoir si c'est un mâle, si c'est une femelle. Ici, vous ne savez rien du tout. Vous avez une dent d'un côté et une mâchoire située à quelques centaines de kilomètres de là, quand même. Donc, je pense que cette affaire-là est discutable. On peut dire une seule chose, c'est que ça a été un buzz médiatique parfaitement réussi. On revient maintenant, alors, une dernière fois sur cette fameuse coupe-là, avec le myocène. Il y a peut-être un petit truc en bas que vous n'avez pas remarqué, d'abord, c'est ça. Avec marqué ici Gryphopithecus, point d'interrogation. Gryphopithecus, c'est un primate hominoïde, effectivement, il était déjà connu un peu en Europe, par des dents isolées, essentiellement, connu également, d'ailleurs, en Asie mineure, aux alentours de 14 millions d'années, et c'est un primate dont l'émail commence à être épaissi. Pas très épais comme celui qu'on a vu tout à l'heure, mais déjà un peu épaissi. Et ce qui est intéressant, c'est la datation. Vous voyez ici, il est autour de 16 millions d'années. Dans 16 millions d'années, effectivement, ça nous montre que, à cette époque-là, des formes de primates, alors évidemment, ce n'est pas très spectaculaire. Je vous dis tout de suite, effectivement, voici la pièce en question, deux photos, une photo occlusale, une photo buccale, ici. Ce serait une troisième molaire supérieure, c'est probable d'ailleurs, appartenant à un primate, c'est sûr, et peut-être à celui qu'on appelle Gryphopithecus, qui a effectivement un émail légèrement épais. Alors dans ce cas-là, ce serait montrer également que l'origine africaine de toutes ces formes est peut-être discutable, parce que dans ces niveaux anciens, on ne connaît pas l'équivalent en Afrique. Il y a d'autres formes qui sont encore plus anciennes, mais qui n'ont rien à voir avec celles-là. Des hominoïdes, certes, mais d'autres. Et que peut-être, finalement, on se bat un peu pour savoir où est le centre d'origine de toutes ces formes. Mais pendant le Miocène, il y a eu quand même pas mal de mouvements entre l'Afrique et l'Eurasie. Il y a des formes qui sont passées, qui sont revenues. Alors, savoir où était la forme originelle, ça rappelle un peu la fameuse formule d'un préhistorien célèbre qui était l'abbé Breuil, qui avait dit « Le berceau de l'humanité est un berceau à roulettes ». Donc, on le déplace un peu partout. Bien, je vous remercie de votre attention.